Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui on va parler de The Graph, ça va être une petite vidéo mais sur un sujet vraiment super intéressant. Allez c'est parti. Alors du coup, The Graph, l'idée c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas quelles seront les blockchains qui seront utilisées dans les prochaines années. On ne sait pas qui va survivre parmi la concurrence des layers 1. On ne sait pas ce qui va se passer pour Ethereum. On ne sait pas ce qui va se passer globalement. Mais on sait qu'il y aura des blockchains. Ça, c'est une quasi-certitude, ça paraît évident. Il y a de l'information sur ces blockchains, il y a des gens qui vont venir travailler dessus, il y a des gens qui vont l'utiliser. Et comme il y a des blockchains différentes, il y a besoin d'agréger les informations. Il y a besoin, à un moment, d'être capable de dire ok, je sais que sur cette blockchain il se passe ça, sur cette autre blockchain il se passe ça, et pour le moment il n'y a pas d'outil qui le permet. Et c'est précisément ce qu'on va essayer de faire ici. Donc The Graph, en fait, l'idée ça va être d'extraire et de regrouper toutes les informations des blockchains pour créer un point d'accès global et unique d'accès. D'accord, donc on va centraliser l'information, même si on n'aime pas ce mot-là dans la blockchain, c'est ça en fait, c'est avoir un point à partir duquel on peut trouver les infos. Essayer de penser à un Google décentralisé dans les blockchains. C'est un peu ça l'idée. C'est un moteur, un gros moteur de recherche, quoi. Donc super bonne idée, je trouve. J'ai pas la personne qui l'a fondé, mais ça a été annoncé en 2017. Il est passé en mainnet en 2020 et depuis ça se passe plutôt bien. Il est backé par l'Ethereum Foundation, Open Zeppelin, Decentraland, Orchid et Mulsoft. Au niveau de la technologie, on est sur quoi? Donc on est sur du proof of stake classique, validation par les blocs qui sont stackés par du coup les validateurs. On est sur une technologie qui est en open source. Et on a surtout un petit développement avec 6 types d'utilisateurs fonctionnels différents qui ont tous un rôle bien particulier. Et on va voir ça un petit peu. On a d'abord les développeurs donc, qui vont construire des applications. Puis viennent les indexateurs qui vont être ceux qui vont aller chercher les informations dans les différentes blockchains. Parce qu'il faut aller chercher les informations. Les blockchains, vous les envoie pas forcément de façon automatique, ça n'existe pas encore. Donc ils vont les chercher. Au niveau de la suite de l'analyse de l'information, c'est les conservateurs qui le font, du coup, qui regardent ce que c'est, qui classent, etc. J'imagine. On a ensuite les délégateurs, qui vont être une espèce de première étape de management, de direction, qui vont en fait faire l'interface entre les indexateurs et les nœuds du réseau, qui ça va valider et le faire fonctionner, et qui globalement vont un peu plus organiser le réseau. Au-dessus de ça, on a les arbitres, qui vont s'assurer de sécuriser les transactions. Donc là, c'est un point super important. Et on a enfin les pêcheurs qui eux vraiment sont en retrait, supervisent l'ensemble et interviennent sur des points spécifiques quand il y a un problème. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de parler quand même de cette petite organisation qui est quand même très différente de ce qu'on peut voir sur d'autres blockchains qui évidemment n'ont pas les mêmes fonctions. Au niveau de la tokenomique, rapidement on a 10 milliards de supply max, 69% qui sont émis, donc un peu plus des 2 tiers, ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a quand même encore un bon 30% à émettre, 31%. Donc ça peut peser sur le cours du token pendant un moment. On est sur un token inflationniste qui ça aussi va peser sur le cours du token. 3%, c'est pas scandaleux. Mais bon, personnellement, je préférais que ce ne soit pas inflationniste. À savoir qu'il y a quand même une mécanique de burn et que selon les circonstances, il pourrait, dans certains cas, devenir déflationniste. Pour le moment, c'est pas le cas. Parce qu'il faudrait que le burn soit supérieur à l'émission. Il y a des cas où ça pourrait arriver, pour le moment, on n'y est pas. Au niveau de la répartition des tokens, on a 34% pour les investisseurs, donc c'est quand même pas négligeable. 35% pour la communauté, 23% pour la team. A savoir que la communauté inclut un certain nombre de choses, que c'est écrit juste en dessous, dont la fondation. La fondation, la team, comprenez que c'est un peu la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même les personnes qui ont créé le projet. Donc on peut parler un peu d'une certaine centralisation. Je suis allé voir les adresses, c'est pas scandaleux non plus, mais petite centralisation je trouve. Et enfin, évidemment, les edge nodes, tout ce qui touche à la validation du proof of stake. L'utilité du token, très classique, on paye les frais de gaz sur la blockchain, on participe à la gouvernance pour déterminer l'avancée du projet, et on valide le proof of stake. C'est tout à fait classique, vous commencez à connaître. Au niveau des infos que j'ai notées, il n'y en a pas tant que ça. La première, et c'est très positif, le projet est utilisé. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut savoir quand on veut investir sur un projet. L'idéal, c'est qu'il serve à quelque chose. Et il est reconnu, hein, il est utilisé, donc déjà dans la DeFi par AAVE, Uniswap, CRV et les autres, et par l'essentiel des layers 1, j'ai noté ETH, AVAX, Sol, il y en a d'autres aussi. Et vous voyez, c'est des blockchains qui, a priori, peuvent pas communiquer, on l'a vu, et qui, là, le peuvent. Hein, notamment Solana et les autres. Hein. Solana qui a développé son propre langage. Enfin, évidemment non, elles peuvent pas communiquer, ce que je viens de dire est complètement faux.
ne peuvent pas communiquer, mais on peut avoir leurs informations, ou en tout cas commencer à avoir leurs informations au même endroit. C'est ça l'idée. Donc ça c'est un très très bon point, c'est que le projet est utilisé. Pour le moment il y a peu de concurrence, donc on est sur un océan bleu comme on dit, ça c'est vraiment très très cool. Hein. Il y a Covalent qui propose quelque chose du même ordre, mais qui est très très loin dans les capitalisations. Ça ne veut pas dire qu'il va pas arriver à voir, mais je crois qu'ils sont quand même beaucoup moins développés. Bien évidemment, on fera une vidéo sur eux dès qu'ils arriveront dans le top 100 si c'est le cas. A noter qu'ils n'ont pas subi de hack, ou en tout cas rien qu'on ait pu recenser au niveau des recherches que j'ai faites. Et que, point sympathique, bien que pas forcément extrêmement pertinent dans l'analyse d'un token, le site est explicite, donc il est plutôt agréable à utiliser, plutôt facile, bien évidemment c'est en anglais. Et si vous avez envie de comprendre plus, si vous avez envie de comprendre des choses en général sur la blockchain, c'est un site qui est bien fait, c'est intéressant d'y passer un petit peu de temps. Au niveau des points négatifs, 2 du coup, le token est légèrement inflationniste, à titre personnel c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Et il est un poil centralisé. Alors en allant voir, on a quand même 31% qui sont loqués en fait, hein, donc je suppose que c'est l'adresse de locage, c'est les 31% qui sont banqués et qui vont être émis au fil du temps, donc ça peut pas être problème. Il y a une adresse qui est à 12% et demi. Encore une fois, je pense que c'est la fondation. Et après, on voit qu'il y a des adresses avec des plus petites valeurs, notamment Binance qui a 5%, et ça descend très très vite à des valeurs de moins de 1%, ce qui n'est pas très inquiétant au final en termes de centralisation, a priori. Globalement, je dirais très bon projet, token qui me semble être ok, donc en ce qui me concerne, c'est plutôt un feu vert. On va aller voir sur le graphique ce que ça donne. Donc on voit que là, on est revenu à peu près sur les prix d'ICO, on est 2 fois plus cher que les prix d'ICO. On voit surtout qu'on est monté extrêmement haut par rapport au prix d'ICO en pas si longtemps. C'est vraiment complètement dingue. Non, complètement dingue. Et bref, je vais pas faire une analyse très très poussée. Hein. Oui, bien évidemment que les bandes de Bollinger doivent être... les bandes de Bollinger, pas du tout. Les moyennes mobiles doivent être relativement proches. Hein. On va faire ça en daily pour rigoler 2 secondes. Alors, les MEA, ouais, on voit que ça s'aplatit. Bon, après, si on fait comme ça, c'est moins plat. C'est quand même pas mal plat. En vrai. Sur la théorie des MA, on pourrait penser que c'est un moment intéressant pour acheter. Effectivement. Alors, on avait vu que le RSI, bon là, en daily, il est passé sous 30. En weekly, il n'était pas encore. Et personnellement, j'attends encore un peu. À titre personnel, j'attends encore un peu. On est à 0,6. Je pense que c'est une bonne zone. Hein. Mais je pense que c'est pas débile d'attendre un petit peu. On va pas tout de suite repartir en bull market. On n'est pas pressé. Je pense que le token n'est pas pressé. Je pense que le marché en général n'est pas pressé. Donc on peut gentiment attendre d'arriver là-dedans. En tout cas, c'est mon avis. C'est ce que je vis. Je referai peut-être une vidéo si le prix est vraiment super intéressant. Bien évidemment, tout ça n'a rien à voir avec un conseil d'investissement. Vous connaissez. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine.